Bon, je suppose que vous vous demandez ce qu'on était en train de faire. Nous allons quitter Yining pour Jiaosu, le pays du coursier céleste, et nous rendre sur les prairies Narat pour obtenir un avant-goût du mode de vie kazakh. Sincèrement, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais comme c'est la dernière étape de notre voyage dans le nord du Xinjiang, j'attends plutôt beaucoup de cet endroit. Très bien, nous voilà prêts. Bienvenue dans Carnet de route, que l'aventure commence! Le district de Jiaosu fait toujours partie de la préfecture de Yili, et il est grosso modo à 2 heures de route au sud de Yining. Jiaosu se trouve dans un bassin presque entièrement entouré de montagnes, avec au sud d'énormes chaînes de montagnes de Tian Shan. Une des premières montagnes que vous traversez après être sorti de Yining est le mont Wusun, qui culmine à plus de 2006 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le vent est vraiment glacial ici. Alors rappelez-vous bien d'apporter des vêtements chauds, parce que c'est vraiment très venteux dans le coin. Ne soyez pas aussi idiots que moi. Comme la plus basse altitude de Jiaosu se situe à 1300 mètres et que le mal des montagnes peut commencer à 1500 mètres, je recommande d'y aller mollo. Grâce à ces hauteurs, vous pourrez profiter d'une vue spectaculaire sur les montagnes et sur les prairies tout en bas qui caractérisent Jiaosu. Une fois que vous êtes au pied de la montagne, c'est un peu comme si vous étiez dans un tableau de Van Gogh. Outre le fait que c'est très joli, ces vastes champs de colza sont utilisés pour produire de l'huile végétale et du biodiesel. C'est un commerce qui rapporte gros, et depuis des décennies, la Chine est le plus grand producteur de colza du monde. Notre premier arrêt après Yining est donc cet endroit, le district de Jiaosu qui, bizarrement, n'a pas un seul coin de désert de toute la région de Xinjiang. Ce district faisait également partie du territoire de l'ancien royaume de Wusun. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est une belle petite bourgade. C'est exactement cela. Jiaosu est très petit et ses capacités d'hébergement sont limitées. Aussi, si vous voulez venir ici pendant la saison haute, il est recommandé de réserver bien à l'avance. À seulement 10 minutes en voiture de la ville, se trouve le lieu touristique le plus important de Jiaosu. Si autant de gens viennent ici, c'est pour voir les statues de pierre sur les prairies. Personne ne connaît vraiment l'origine de ces statues, mais certains experts disent qu'il s'agirait de pierres tombales de l'ancien peuple Sai, qui vivait ici bien avant l'arrivée des Wusun. D'après une autre théorie, ces statues seraient les victimes des guerriers qui parcouraient alors ces terres. Quoi qu'il en soit, personne n'est encore parvenu à une conclusion satisfaisante. Une chose est certaine, toutes ces statues de pierre sont tournées dans la même direction, à savoir vers l'est, vers le soleil levant, le dispensateur de la vie et de l'énergie. Mais on peut aussi imaginer que ce peuple antique adorait le soleil comme une sorte de divinité toute puissante. À présent, le soleil se couche à l'horizon, elles n'ont plus qu'à attendre qu'un nouveau jour se lève. Alors que notre équipe se dirige vers la vieille voie de Xiata, voilà que Tianjan aperçoit quelque chose. Ces chevaux ont été à l'origine de la route de la soie. Pendant la dynastie des Han, il y a plus de 2000 ans de cela, l'envoyé de l'empereur revint de son expédition vers l'ouest et rapporta à la cour l'existence du peuple Wusun et de ses puissants chevaux. L'empereur en avait grand besoin pour son armée, et il leur attribua le nom de chevaux célestes. Les routes commerciales qui furent initiées à ce moment-là allaient peu à peu constituer ce qu'on appellerait plus tard la route de la soie. Vous savez, nous sommes très chanceux d'assister à cela. En fait, alors qu'on se dirigeait vers Xiata,
nous sommes tombés sur un ranch où il y avait plein de chevaux Ili. Il faut savoir que Jiaosu est le pays des coursiers célestes. Comme la période du poulinage vient juste de passer, ils sont en train de le marquer. Qui sait, peut-être y a-t-il ici, sous nos yeux, un futur prince noir. On raconte que ces chevaux célestes pouvaient galoper des centaines de kilomètres sans effort. D'ailleurs, plusieurs milliers de ces chevaux furent offerts en tribut à l'empereur des Han. Mais aujourd'hui encore, le commerce de ces chevaux Ili est toujours aussi florissant. Nous voici arrivés à destination. Alors laissez-moi vous donner une idée de ce que nous allons faire. Nous sommes en bas de l'ancienne voie de Xiata, juste là, au tout petit point rouge sur la gauche. Et nous allons monter comme ça jusqu'au second point rouge qui se trouve tout en haut à Xiata Wenquan. En fait, si nous franchissons ces montagnes, on se retrouvera dans le sud du Xinjiang. Mais pour l'heure, il nous reste encore 30 km à parcourir. La route est un peu chaoteuse, mais admirez un peu ce paysage. Vous traversez une vallée à travers les monts Tian Shan. Il n'y a plus qu'à rester assis et à profiter de la vue. Ah, les grands espaces. Rien de tel que de suivre un chemin qui serpente à travers les montagnes. Cet endroit ressemble un peu à l'Alaska, mais heureusement pour nous, nous sommes confortablement installés dans notre voiture et par rapport aux autres gens qui font tout le chemin à pied pour aller de l'autre côté, nous n'avons pas besoin d'en baver autant. C'est là que commence la franche rigolade. Les voitures ne peuvent pas aller plus loin. Et d'ici, il faut au moins compter 5 jours de marche pour atteindre l'autre côté du col. Vous allez avoir besoin d'un très bon équipement pour randonner. Comme vous pouvez le voir, c'est loin d'être mon cas. Toutefois, cela ne va pas m'empêcher de me lancer dans une petite randonnée là-haut. Cette expérience peut s'avérer la quintessence de la nature et de grands espaces. Un mot d'avertissement cependant, si vous désirez sérieusement venir à bout de cette voie, le mieux est encore de venir ici fin printemps ou début été. Et comme vous aurez à franchir des rivières et des glaciers pour atteindre l'autre côté, veillez bien à apporter l'équipement approprié. Mais si vous voulez juste faire une nuit de camping, c'est ok aussi. Peut-être ne le savez-vous pas, mais la route de la soie était en fait composée de plusieurs routes, l'ancienne voie de Xiata étant l'une d'entre elles. Ce raccourci à travers les monts Tian Shan reliait les routes du nord à celles du sud et conduisait hors de la Chine en passant par Kashgar. Ce n'est vraiment qu'en venant ici que l'on peut découvrir l'authentique route de la soie. Nous venons de quitter Jiaosu. Permettez-moi de vous donner quelques indications sur la direction. Nous allons vers l'est, en passant d'abord par Tekes, puis par Gongliu et Xingyuan, pour enfin atteindre la prairie de Narat, dont j'ai beaucoup entendu parler. Mais contrôlez votre enthousiasme, il faut bien 4 heures de route pour y arriver. Eh bien, nous nous approchons de notre lieu de destination, la prairie de Narat. Mais si vous venez d'Ujumqi, il y a en fait un moyen beaucoup plus rapide. Vous pouvez prendre un vol direct qui vous amènera jusqu'à l'aéroport de Narat, que vous voyez là-bas, et qui est ouvert tout spécialement pour les touristes entre juin et septembre, à raison de 2 vols par jour. Une fois ici, il s'agit juste d'un trajet de 30 minutes avant de pouvoir admirer l'endroit pittoresque du coin. Super pratique. J'aurais juste aimé le savoir un peu plus tôt. Bonjour mon ami.
Et nous voilà arrivés à l'endroit en question. La principale zone touristique de Narat offre beaucoup de divertissements et de lieux où se restaurer. Vous pouvez même trouver à vous loger dans une yourte kazakh pour une expérience au plus près de l'authentique. Apparemment, ils ont monté un de ces spectacles pour touristes. Et tous les soirs, on a droit à une sorte de rap de princesse qui fait très ambiance nomade Wusun, à savoir les ancêtres des Kazakhs. Je crois que ça va être intéressant de voir comment tout ça va se dérouler. Selon un historien chinois du 7e siècle, les Wusun sont décrits comme ayant les yeux verts et la barbe rouge. Ce gars doit sûrement être l'exception qui confirme la règle. S'il n'a pas été averti, ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'on se rend compte qu'il s'agit en fait de la reconstitution d'un mariage entre une princesse Han et un chef Wusun, comme cela se pratiquait au début de notre ère. Ainsi, si vous rencontrez un Kazakh aujourd'hui, il est de fortes probabilités que ses ancêtres aient été des Wusun. Si cela ne vous dérange pas de payer votre prix d'entrée, traversez ce champ et vous aurez droit à un authentique spectacle kazakh avec des sports plutôt intéressants comme l'attrape-mouton ou bien sûr la bonne vieille course de chevaux bien typique. Ces jockeys ont seulement 12 ans. Bluffant. Hier, j'ai donc assisté à un mariage au Wusun. Mais comme je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait, je demandais autour de moi et on m'a présenté ce gars, le génial Torumbek, avec sa fourrure, pour m'expliquer grosso modo en quoi consistait un mariage traditionnel kazakh, tel que celui qui se déroule là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils font là ? C'est donc un mariage traditionnel kazakh, et les aînés des deux familles sont rassemblés ici. Permettez-moi de vous montrer l'intérieur. Ceci est le seul moment où les deux côtés de la famille s'assoient ensemble pour un repas avant que la mariée ne quitte la maison. C'est pour bénir son départ. Selon la coutume, le mouton n'est tué que lorsqu'arrivent les invités de marque. Bien que cela puisse sembler un peu inquiétant, se faire servir une tête de mouton est un grand honneur. C'est donc l'invité le plus respecté qui en profite. Après avoir prié, on passe au partage. Ici, rien ne se perd. Ils ont même réussi à faire un gâteau. Vu l'ambiance, peut-être que ce n'est pas en fait si éloigné de nos anniversaires. Tout mariage kazakh doit se terminer avant midi. Mais la mariée est toujours cachée à l'intérieur avec ses demoiselles d'honneur. Les garçons n'ont plus qu'à chanter pour la faire sortir. Nouvelle étape, c'est à présent au tour de la mariée de chanter des adieux déchirants à sa famille. La mariée se prépare à partir et ce sont ses chameaux qui transporteront tous ses biens. Étant donné que les familles kazakhs sont généralement dispersées sur la steppe, un mariage est une chance pour tous de se réunir, même si vous n'êtes pas directement de la famille. Aussi, si vous voyez un mariage, ne soyez pas timide. On sera à coup sûr heureux de vous inviter et de vous servir toutes sortes de plats. Pour les Kazakhs, c'est une philosophie de vie.
Waouh! Maintenant que la mariée a quitté son voile, elle a officiellement rejoint la famille de son mari. La famille du marié organise un Akentangchang. Les filles du côté de la mariée et les garçons du côté du marié se font face et se lancent à présent dans un concours de chant. Mes amis, voici donc à quoi ressemble un mariage traditionnel kazakh. Cela a certainement plus de gueule qu'un mariage traditionnel de chez nous. Mais en fait, je dois vous avouer quelque chose. C'est juste un spectacle. Torumbek m'a dit que les Kazakhs d'aujourd'hui menaient un genre de vie quelque peu différent. Mais on peut toujours profiter de ce genre de divertissement, non? Ce genre de spectacle ne se produit pas à date fixe, mais vous pouvez toujours demander à ce qu'on vous en organise un, en y mettant le prix, bien sûr. Quoi qu'il en soit, Torumbek nous amène à présent chez lui pour nous montrer à quoi ressemble la vie des Kazakhs d'aujourd'hui sur la prairie de Narat. C'est mon jeune frère. Bonjour. C'est mon autre frère. Bonjour. C'est ma belle-sœur et voici ma femme. Ravi de vous rencontrer. Vous avez une grande famille. Ici, il faut se laver les mains. Il faut se les laver 3 fois et il ne faut pas se secouer les mains parce que pour les Kazakhs, l'eau est un symbole de richesse. Se débarrasser de l'eau qu'on a sur les mains, c'est comme dilapider sa fortune. Et merci. Entrez d'abord avec le pied droit. C'est donc notre résidence principale. Voici le salon où nous buvons le thé et bavardons. Et ici, c'est... Voilà, par là, c'est la salle de bain. C'est votre salle de bain? C'est très moderne. Vous avez vu? C'est encore mieux que la salle de bain que j'ai chez moi. Aujourd'hui, les bergers ont tous des maisons en dur comme ça. Oh, j'étais loin de me douter. Et je vais vous montrer notre séjour. Voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil à l'intérieur. Eh, très bien. C'est très agréable. C'est comme une salle de séjour moderne, mais de style traditionnel. Il y a d'autres pièces? Oui, par ici. C'est votre ordinateur? Oui, c'est le mien. Oh, super! Je parie que vous jouez à World of Warcraft. Mon petit frère joue souvent à des jeux. Asseyez-vous. Je réalise à présent que la vie kazakh d'aujourd'hui est très différente. Oui, il y a eu de grands progrès. Tout est devenu plus pratique. Alors, qu'est-ce que vous faites ici après le travail? On rentre à la maison et on surfe sur le net. On chatte en ligne. On joue à des jeux, on regarde la télévision. Vous achetez aussi des trucs en ligne? Oui, sur taobao.com. Et ils font vraiment des livraisons jusqu'ici? Ben oui. Jusque dans la prairie de Narat? Oui, tout est plus commode maintenant. Il y a des routes qui traversent la steppe. À une demi-heure de route de la maison de Torumbek se trouve la partie la plus spectaculaire de la prairie de Narat, les Kunjung Tsaoyan, que l'on pourrait traduire par pâturage du ciel. Cet endroit est magnifique. Il s'agit d'une plateforme panoramique à mi-hauteur. D'ici, vous pouvez avoir un panorama sur l'ensemble de la prairie de Narat. Vous voyez cette rivière là au milieu? C'est la rivière de Kounes. Le truc qui est un peu long là au milieu? Oui, elle divise Narat en 2 parties. Le côté est, c'est pour l'agriculture, et l'autre, c'est pour l'élevage du bétail. À plus de 2000 mètres d'altitude, nous avons ici le plus haut pâturage du Xinjiang. Ici, le temps est très instable. Vous avez un beau ciel clair, et en l'espace d'1 minute seulement, voilà que de gros nuages se font menaçants. Ce n'est qu'une fois sur place que l'on peut comprendre ce qu'on ressent. C'est un peu comme si l'on se tenait debout juste au bord du ciel, totalement exposé aux éléments. Cet endroit vous donnerait carrément l'envie de tout envoyer balader et de rester ici pour vivre une vie de nomade, une vie qui est rude et à jamais soumise aux caprices de Mère Nature. Naturellement, certaines choses ont changé.
Même si les gens d'ici tiennent encore à leurs chevaux, cela ne les empêche pas non plus d'avoir leur permis de conduire. Dans le passé, quand les éleveurs allaient de pâturage en pâturage, les animaux transportaient tout ce qu'ils possédaient. Aujourd'hui, ce sont des camions de déménagement qu'on utilise. Peut-être pensez-vous qu'il est triste de voir changer ce mode de vie nomade, mais il faut avouer que la vie de ces gens a indubitablement changé pour le mieux. Pour l'instant, néanmoins, la vie de ces éleveurs kazakhs reste fondamentalement telle qu'elle a toujours été depuis des milliers d'années. Nous avons quitté la prairie de Narat et nous avons pris la direction du nord, vers Kwitun, qui est en fait un carrefour très fréquenté. D'ailleurs, de nombreux touristes qui atterrissent à Ujumchi viennent directement ici parce que l'endroit est proche de la plupart des zones et des sites touristiques. Tout cela fait que, pour ce qui est de la nourriture et du logement, ici il y a vraiment l'embarras du choix et cela a nettement tendance à être moins cher qu'à Ujumchi. En plus d'avoir des autocars pleins à craquer, Kwitun a également d'excellentes liaisons ferroviaires avec des trains partants pour un grand nombre de destinations importantes dans tout le Xinjiang. Comme on sait bien qu'il est souvent difficile de voyager dans le Xinjiang, Kwitun, avec ses paysages et sa facilité d'accès, est devenu un point de ralliement pour les aventuriers. Certaines personnes aiment se rendre à Kwitun en marchant. Certains aiment y aller en voiture. Quant à moi, c'est en style que j'aime voyager. Même si je fais déjà partie de la bande, ceci est un rite d'initiation qui m'est destiné. Vous voyez cette piste qui descend là? Nous allons foncer tête la première jusqu'en bas. C'est que de la descente à partir d'ici. Si c'est trop difficile, je descends là. Cette pente est en fait assez difficile à descendre. Peut-être que ce ne serait même pas possible avec une voiture normale. Mais nous n'avons pas fait 1h30 de route pour rien. Notre destination, le Grand Canyon de Kwitun. Merci. Oh mon Dieu. Regardez-moi un peu ça. Quel spectacle. Ouh! Y a quelqu'un? S'il y a bien une chose que l'on peut apprendre dans le Xinjiang, c'est que des vues telles que celle-ci permettent de se rendre compte à quel point on est tout petit. Vous n'avez pas besoin d'être mordu de la nature pour apprécier la grandeur de tout ce qui vous entoure. Devant un tel spectacle, il suffit de rester totalement passif et de vous laisser prendre. Nous avons parcouru un long chemin. On a l'impression que notre voyage a commencé hier, lorsque Greta est partie à Ujumchi pour aller ensuite à la rencontre d'ânes et de chevaux sauvages. Et puis il y a eu James, celui qui fait fortune à Altaï, en espérant qu'il nous aura aussi ramené un peu d'or. Et puis aussi, je revois les moments les plus mémorables que j'ai vécus, quand je courais aux côtés des cavaliers kazakhs avant de finir dans les eaux du lac de Seyram. En définitive, je me rends compte à présent que le nord du Xinjiang est une terre d'abondance qui nous a offert beaucoup de choses à voir. Voilà pourquoi je suis si impatient de savoir ce que va nous réserver le sud du Xinjiang. Je suis Tianjan et vous venez de voir Carnet de route.